Et c'est parti donc pour ce dernier meet-up du Club Power BI de mai. Alors, c'est pas le dernier meet-up de la saison, mais c'est le dernier du mois de mai. On a un sujet très très intéressant qui va être présenté par deux speakers très intéressants. Le sujet va concerner l'administration Power BI. Donc, Pierre et Nassim vont nous montrer tout ça et vont nous montrer par où on peut commencer. Avant, classiquement, on va vous demander, bien entendu, puisque vous commencez à être plusieurs connectés, vous allez être de plus en plus nombreux, on vous demande juste, pour éviter les bruits parasites, de couper vos caméras, vos micros, parce que je suppose qu'il va y avoir quelques petits bruits de cuisine à cette heure-ci, ce qui est tout à fait normal. Lorsqu'on fera les présentations, si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez lever la main. Et de toute manière, on prévoira des pauses durant les présentations pour passer à des questions-réponses dans lesquelles vous pourrez lever la main et vous démuter pour poser la question directement au speaker. Classiquement, on démarre par les news communautaires. Donc, c'est Franck, notre ami Franck, qui va s'y coller. Bonjour à tous. C'est parti. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Club Power BI ou qui viendraient juste d'arriver, le Club Power BI en France, c'est maintenant 7 antennes avec 14 animateurs. Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-Marseille, bientôt Bordeaux, qu'on attend, qui va certainement démarrer en septembre avec un premier meet-up, et puis Mohamed à Nantes. Voilà. Donc, on est très heureux de vous avoir. Et puis, on cherche des volontaires toujours, si quelqu'un souhaite un jour prendre la parole. Ouvrez une autre antenne. C'est un peu vide là dans le sud-ouest. Il nous manque un truc. Ce serait bien là du côté de Toulouse, Pau, par là, s'il y avait quelqu'un qui voulait se dessiner. Ce serait sympa. Donc voilà, ça c'est la présentation du club qui existe maintenant depuis, je sais pas la date en tête, 5 ans 5 ans, ouais, c'est ça. Hein. Et 5 ans qui déjà. en est 5 ans déjà, oui, tu l'as mis en plus. La saison 5 et demi. Donc c'était marqué dessus. D'accord. Le site internet, donc clubpowerbi.com, sur lequel vous retrouvez toutes nos actus et puis les liens vers les meet-up et les archives. Et puis, quoi d'autre là-dessus? Les prochains meet-up, mais oui, bien sûr. Les prochains meet-up, alors là, attention, 3, 2, 1, breaking news. Quel est le prochain meet-up auquel vous devez tous assister? Mais tous, alors là, s'il en manque, on viendra vous chercher. Eh bien, c'est le Power Saturday, samedi prochain, le 5 juin. Le lien d'inscription, powersaturday.com, c'est l'événement des 3 communautés Power BI, GUS et AMS. On attend, on aura une cinquantaine de conférences, voilà l'agenda, avec, comme d'habitude, des têtes d'affiche. On aura Marco, on aura Casper de Jong, on aura Mathieu, et puis on aura évidemment Tristan, et puis d'autres qui vont amener des conférences de qualité. Vous savez, c'est toujours un événement extrêmement important pour nous tous. Donc voilà, là, vous avez le trombi. Comme je l'ai dit, vous avez Marco, Casper, Patrick Guimonet, tous les gens qui animent la communauté à l'année et qui font vivre nos communautés d'utilisateurs, des gens d'une vraiment une très grande compétence pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et qui, une fois encore, vont nous dispenser leurs connaissances lors de conférences de très très haut niveau. Donc, on vous attend samedi prochain. Allez vous inscrire tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit Alors, samedi. pour le lien d'inscription, je le remettrai tout à l'heure dans le chat, mais il y a une seule adresse à connaître, powersaturday.com. Vous allez vous en retrouver sur le lien vers le lien d'inscription, vers l'agenda, vers toutes les informations de cette journée. Donc, il y a une journée sur un samedi, gratuite, avec, vous avez vu, un nombre de conférences assez important et de tables rondes également, où on va pouvoir débattre sur tous les sujets autour de la data, quel que soit son format. Il y aura, juste je précise, pour compléter ce que disait Franck, alors évidemment, on vous a présenté Power Saturday, qui est notre grand événement annuel. Juste après, fin juin et début juillet, il n'y a pas encore de date fixée, mais il y aura probablement encore quelques meet-up du Club Power BI, donc restez à l'écoute
de ces informations-là et surtout, si vous êtes inscrit sur Meetup, activez les notifications pour avoir les notifications des prochains Meetup qui ne tarderont pas à venir. D'habitude, on fait un point sur les nouveautés. Les principales nouveautés quand même de la dernière version du Power BI Desktop et du service ont été abordées dans le Meetup de Strasbourg. Moi, je voulais faire juste un petit focus sur des annonces d'un événement qui a eu lieu très récemment, le Microsoft Build, qui est la conférence des développeurs Microsoft. D'habitude, on a peu d'annonces. Enfin, on a quelques annonces Power BI, mais elles sont sur d'autres événements, notamment Microsoft Ignite. Là, il y a eu quelques annonces au Microsoft Build, et donc je voulais revenir juste très rapidement sur 3 annonces, donc pour vous expliquer un petit peu le futur de Power BI et ce qui va arriver dans Power BI. Donc, il y a 3 sujets parmi les différents sujets qui ont été présentés qui ont retenu mon attention. D'abord, la possibilité de faire du backup and restore entre un cube Azure Analysis Services et Power BI. Jusqu'à présent, la procédure existait, mais elle était un petit peu manuelle et elle nécessitait de basculer d'abord la structure et ensuite les données. Maintenant, il va y avoir très prochainement la possibilité de backuper, faire un backup d'un cube Azure AS et de le backuper directement dans Power BI, donc de bénéficier de la puissance de Power BI pour utiliser ce qui était avant les cubes de BI d'entreprise. Le second point qui me paraissait très intéressant, c'est que Microsoft généralise cette politique de protection contre la perte de données à travers Microsoft Information Protection, MIP, et donc le généralise à tous les outils. Donc maintenant que vous partiez de données qui bénéficient donc d'étiquettes de sensitivity label, donc des données sur lesquelles vous avez défini un certain niveau de protection, ces données-là vont pouvoir transiter dans les différents outils Office 365 et effectivement, bien entendu, dans Power BI. Donc, une donnée qui aura été étiquetée, on le voit là par exemple dans Purview, comme hautement confidentielle, transitera avec cette étiquette-là. Donc, même si on l'ouvre dans Power BI et si on l'exporte sous format PowerPoint, les documents, aussi bien le reporting Power BI, le dataset, et l'export sera étiqueté hautement confidentiel également. Et donc, on bénéficiera du même niveau de protection partout. Le troisième sujet, c'est celui qui me donne le plus envie, qui me fait le plus envie, et j'ai hâte que ça arrive. Ce sont les streaming data flow. Donc la possibilité pour, donc là je vais déclencher parce qu'il y a une petite vidéo très intéressante qui a été proposée par Microsoft. C'est donc la possibilité de définir dans l'interface des data flows directement des streaming data flow, c'est-à-dire des données qui vont être issues de Azure Stream Analytics, d'un Event Hub, pardon, excusez-moi, d'un Event Hub directement, donc d'un hub de concentration de données temps réel. On va pouvoir donc se connecter à un Event Hub, mapper directement les données issues de l'Event Hub à une table de sortie, donc avec un mappage qui se fait directement dans l'interface des data flows. Donc on va avoir en gros un petit peu ce qu'on, jusqu'à présent, l'interface des data flows, c'était une interface graphique, mais qui permettait de travailler au niveau de la donnée. Là, on sera presque au niveau contrôle de données. Alors, c'est pas un flux de contrôle, mais ça va permettre de mapper des ressources Azure avec des ressources Power BI. Donc là, je vous laisse la petite démo qui est relativement courte. On voit qu'on a 2 flux de sortie, un avec un group by, un avec des données brutes. Et donc, une fois qu'on a défini ces flux de sortie, on a un data flow, un streaming data flow, et on peut donc créer un rapport par-dessus.
Je pense que ça va faire le lien d'ailleurs avec des sujets qu'on va aborder dans Power Saturday, n'est-ce pas Tristan? Puisque tu vois que l'exemple, c'est les taxis new-yorkais. Et donc, on peut se connecter directement sur le Dataflow, sur les différents streaming Dataflow et bâtir un rapport live. On se connecte en direct query dessus. On définit le rapport. Je vais peut-être juste un peu avancer pour vous montrer les dernières étapes. Donc, remontée du rapport, définition dans les paramètres du page refresh qui va vous permettre de faire un refresh régulier de la page et donc d'avoir réellement du temps réel toutes les secondes. Et à partir de là, on peut bâtir évidemment d'autres visuels. J'avance un petit peu pour vous montrer le résultat final. Donc on peut avoir par exemple le top 5 des véhicules qui ont été les plus, qui ont eu le plus gros revenu mis à jour en temps réel toutes les secondes. Donc ce qui ouvre vraiment le champ des possibles pour des rapports Power BI en temps réel. Donc ça va arriver bientôt, c'est dans la roadmap, ça a été annoncé à Microsoft Build. On ne manquera pas d'y revenir. Bon, probablement, ça ne va pas arriver tout de suite, mais je pense que ça risque d'arriver dans l'été. Et en septembre, on reviendra dans un des meet-ups du Club Power BI sur ces sujets-là. Voilà pour les annonces Microsoft Build. Je vais passer la parole à Tristan pour sa partie. Je viens de découvrir ce que tu as mis sur la slide. Je n'avais pas vu ça. Bonjour à tous. Alors effectivement, on va vous présenter rapidement un petit cas du forum en 5-10 minutes, un petit cas DAX. Ça va permettre de faire un petit peu la pub du forum du Club Power BI pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais partager mon écran. Donc effectivement, sur le clubpowerbi.fr, on vous redirige vers la page Meetup, la chaîne YouTube, le forum, etc. Et si on regarde le forum, vous pouvez poser des questions en français sur Power BI. Et vous avez des experts, des consultants, des formateurs qui vont vous répondre. Il y a eu des débats intéressants cette semaine, notamment celui-ci, l'utilisation des mesures, où on a... Hop là, pardon, je me suis trompé de... On a beaucoup parlé du Direct Query, Live Connection. Il y a eu des échanges assez intéressants et on en parlera d'ailleurs aussi de ce sujet-là lors de la table ronde que je vais animer avec Joël et Guillaume sur les architectures et la performance. Donc bref, vous voyez qu'il y a pas mal de sujets. Là, on va traiter celui-ci, donc il a été posé il y a 15 jours. Donc c'est quelqu'un qui travaille en compta et qui en gros voulait réaliser un reste à faire. Donc le challenge était le suivant, en fait, c'était ici, donc on est sur une clôture décalée, donc l'exercice démarre en août, mais peu importe. Donc l'année fiscale va d'août à juillet. Donc en gros, il y a un budget mensuel qui est défini ici. Et le but, c'est en fait, donc le total sur l'année, ça fait 25 000. Et le but, pour pouvoir calculer le reste à faire, c'est de figer en fait ce 25 000 qui correspond en fait à la somme du budget sur toute l'année fiscale 2019-2020 pour pouvoir voir combien il va rester à faire sur chaque mois. Donc en gros, le challenge, c'est d'arriver à afficher ce 25 000 partout sur tous les mois de l'année fiscale 2019-2020. Et puis pareil ensuite ici, sur le deuxième exercice, hop, on a 33 000. Et donc le but, c'est de le figer sur tous les mois de l'exercice concerné pour ensuite pouvoir faire le calcul du reste à faire. Donc il y a différentes solutions qui ont été proposées. C'est ça qui est intéressant en DAX, c'est qu'il y a souvent plusieurs manières différentes de répondre à une problématique. Moi, j'ai répondu sur ce forum et j'ai proposé la solution suivante. Donc on va prendre un cas ici assez simple où j'ai une table de faits avec des ventes, une table calendrier qui est nécessaire pour tous les calculs et les filtres temporels évidemment. Donc j'ai une relation one-to-many entre ma date et mes commandes. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Donc effectivement, si je regarde mes ventes ici, alors moi je vais travailler sur les ventes, on va juste travailler sur le principe du calcul. Donc là, j'ai un chiffre d'affaires pour 2016 et pour 2017. Et ben, le but, si je veux reprendre un peu ce que vous voulez faire l'utilisateur, c'est en gros d'afficher ce montant-là, 635 millions, sur tous les mois de l'année 2016, donc jusqu'à décembre, et ensuite d'afficher le 614 millions, qui est la valeur de 2017, pour tous les mois de 2017. Comme ça donnera l'atterrissage fin d'année. Donc là, je vous ai représenté le chiffre d'affaires mensuel, et puis là, c'est le chiffre d'affaires annuel.
Donc, évidemment, on va utiliser le langage DAX pour répondre à cette problématique. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce cas parce que ça fait appel à une notion qui est assez peu documentée en DAX, qui s'appelle la restauration de contexte. Donc, je m'explique. Je vais l'appeler Total Sales Year. Donc, ça, c'est le nom de ma mesure. Et donc, je vais lui dire, calcule-moi le chiffre d'affaires. Donc, je ne veux pas que les mois influencent le contexte. Donc, je vais contrer, en fait, les mois ou même plus généralement tout ce qui vient de la table calendrier. D'accord? Donc, je place un all sur la table calendrier. Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas trop le langage DAX, tous les éventuels filtres qui pourraient venir d'une colonne de la table calendrier, je les ignore, je les bloque, je ne les considère pas. Donc, ça veut dire que si je m'arrête là, à ce stade, donc je vais créer la mesure. Ici, je vais la mettre en euros. Et je vais la glisser dans mon visuel. Donc, normalement, il va afficher 1,249 milliard qui correspond en fait au total de toutes les années confondues. Donc là, pour l'instant, j'ai bloqué le contexte de la table calendrier. Et maintenant, je vais le restaurer à la granularité qui m'intéresse. Donc, j'ai bloqué tout ce qui vient de la table calendrier. Et en revanche, je veux laisser l'année influencer le contexte, filtrer la donnée, puisque mon but, c'est d'afficher le total annuel, quel que soit le mois qui fait partie de l'année. Donc ici, je vais juste référencer la colonne hier de ma table calendrier. OK? Et donc maintenant, si je fais valider, valide. Alors, c'est super, il y a Zoomit qui ne me prend pas la main. C'est bon. Donc, je valide et effectivement, cette mesure fonctionne. Pourquoi? Bah, si on prend par exemple l'année 2016, j'ai bien 635 millions ici qui est répété sur tous les mois de l'année 2016. Et puis quand je passe en 2017, vous voyez ici le 614 millions, il est répliqué ici. Donc c'est une manière assez élégante et c'est certainement la meilleure manière de répondre à ce cas-là. Première étape, on bloque le contexte. Je bloque le contexte à ce niveau-là. Puis, on le restaure. Restauration du contexte à la maille au niveau de détail souhaité. D'accord? Donc ça, c'est des cas qui sont assez fréquents, notamment en finance, en comptabilité ou plus généralement en BI. C'est quand on veut forcer le calcul à une certaine maille, à un certain niveau de détail. Et donc très souvent, on est amené à faire des choses comme ça. On bloque le contexte au global et puis on le restaure à la granularité souhaitée. Voilà. Donc il y avait d'autres solutions possibles, hein, évidemment. La réponse est détaillée sur le forum du club, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet exemple, mais en tout cas, j'ai fini. Merci Tristan. Ouais, c'était très intéressant et surtout cette méthode est en effet très pratique et très facilement réutilisable. Cette méthode de bloquer le contexte et de le redéfinir par-dessus. Il y a d'autres méthodes qui ont été proposées qui consistaient notamment à d'abord précalculer quelque chose, puis itérer. Donc ça marche, mais la méthode que je vous propose là est plus performante parce qu'elle ne nécessite pas de faire d'itération sur une table virtuelle, notamment. Ouais, tout à fait. Merci Tristan. De rien. Je vais passer la parole maintenant à Pierre et Nassim. Pierre, ton micro. Très bien. Voilà. Super. Merci. Merci Tristan. Donc, Si je vous laisse. Vous avez donc, vous savez, on est dans les temps. On a respecté le timing. Donc, on vous laisse tous les deux pour vous présenter et pour nous présenter le dossier que vous allez nous montrer. Très bien. Donc, je me présente Pierre Dupont, je suis CTO chez DataPulse. L'idée de ce meet-up, c'est de vous présenter un petit peu quand vous voulez faire de l'administration Power BI, c'est un sujet qui est vaste. Et ce qu'on se propose, c'est de vous guider pour voir par où commencer. Je te laisse te présenter, Nassim, puis je reprends le lead après. Oui, merci Pierre. Donc, bonjour tout le monde, Nassim Kazdali. Donc moi, de mon côté, je suis expert Power BI chez Microsoft et je travaille principalement sur du sujet Power BI. Très bien, merci Nassim. Donc, quand on veut commencer dans l'administration Power BI,
à mon sens, le premier step, c'est de pouvoir accéder à l'administration. Et en général, dans vos entreprises et dans vos cas d'usage, vous n'avez pas accès à l'administration Power BI ou vous n'avez pas accès aux éléments d'administration d'un tenant. Donc la première chose que je vous propose, c'est de vous montrer comment vous pouvez créer votre bac à sable et avoir votre propre tenante Azure Active Directory et votre propre Power BI dans lequel vous pourrez être admin, vous pourrez créer d'autres utilisateurs. Donc, il s'agit du programme Microsoft 365 Developer Programme. Donc, ça, c'est la page d'accueil du site. Dans ce programme-là, vous pouvez vous inscrire. Alors, l'inscription, elle se fait avec un email. Vous pouvez créer même un email lors de l'inscription. Excusez-moi, je n'ai pas copié le bon lien. J'ai mis le lien dans la discussion pour ceux que ça intéresse. Donc, vous pouvez donc vous inscrire à ce programme-là, c'est gratuit. Dans le cadre de ce programme-là, vous allez avoir un Azure Active Directory qui va être créé, ainsi que 25 licences 5. Alors attention, ça à utiliser uniquement dans le cadre du développement. Ce n'est pas pour faire de la production et distribuer des licences à vos utilisateurs. Comme vous pouvez le voir sur le site, c'est normalement 90 jours, mais c'est renouvelé automatiquement. Donc moi, là, le compte que je vais vous présenter, c'est un compte que j'ai créé il y a 6-9 mois à peu près, donc il n'y a pas de problème. La seule chose dont vous avez besoin pour créer ce compte-là, en plus d'un email, c'est d'un numéro de téléphone pour avoir un code de contrôle qui est envoyé par SMS. Mais ensuite, vous ne recevez pas de publicité sur ce numéro de téléphone. Donc voilà, une fois que moi je me suis inscrit, j'ai accès à une interface d'administration. Donc là, je vois tout de suite combien de temps il me reste sur ma souscription. J'ai les informations sur mon administrateur et mes licences. Vous avez aussi en dessous la possibilité d'installer automatiquement des utilisateurs, des boîtes aux lettres de test et des SharePoint de test pour pouvoir vraiment directement travailler comme vous voulez. Donc ça vous permet donc d'avoir votre propre bac à sable. Et vous pourrez directement vous être maître et avoir la main sur votre Power BI. Bonus, en général, quand on a un compte Azure, toutes les emails qu'on a sont onmicrosoft.com. Donc là, si vous regardez l'adresse de l'administrateur, elle termine par c'est le nom de domaine que j'ai mis lors d'inscription, .onmicrosoft.com. C'est pas forcément très élégant comme nom de domaine quand on veut faire des tests. Vous pouvez aussi avoir des noms de domaine gratuits. Pour ça, il y a un site qui s'appelle Freenom qui vous propose de vous inscrire et gratuitement, vous avez un nom de domaine sur plusieurs extensions possibles. Et ce nom de domaine est gratuit pendant 1 an. Et ensuite, vous pouvez le lier à votre compte que vous avez créé dans l'interface d'administration Office 365 et vous avez vous avez ensuite vos emails et vos noms de domaine qui sont présents dans l'interface Office 365. Alors maintenant que je vous ai montré un peu la théorie, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que vous avez exactement une fois que vous êtes inscrit. Et je vais utiliser moi qu'un tenant que j'ai créé donc dans le cadre de ce programme pour toutes les démos que je vous montre. C'est-à-dire que c'est pour vous montrer vraiment, on est complètement libre d'avoir ce que l'on veut. Donc là, je suis sur le compte qui est administrateur du tenant, donc c'est lui qui a le plus haut niveau de droit dans ce tenant. Donc vous avez effectivement, donc vous voyez un accès au portail Azure Active Directory. Donc, dans ce portail, vous allez pouvoir gérer votre Azure Active Directory. Pour rappel, l'Azure Active Directory, c'est la partie authentification et de toutes les briques Microsoft. Quand vous êtes en Office 365, vous vous loguez toujours à l'Azure Active Directory pour récupérer des éléments de sécurité qui permettent de vous connecter ensuite aux autres applications, que ce soit du Power BI ou du Excel Online ou du SharePoint. Donc, dans ce portail, vous pouvez gérer vos utilisateurs et tout ce qui concerne l'Azure Active Directory. Ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer que vous y avez accès.
Vous avez aussi accès au portail Microsoft 365. Donc là, en général, c'est plutôt là que vous allez travailler pour faire l'administration générale. Vous pouvez, dans ce niveau de portail aussi, gérer vos utilisateurs. Vous allez pouvoir créer des utilisateurs et les gérer. Donc, pour mes démonstrations, j'ai créé quelques petits utilisateurs qui ont d'autres profils que je vais vous montrer après. Donc, un premier utilisateur qui est le Power BI Admin. Donc, juste pour vous montrer un petit peu les droits que je leur ai mis. Excusez-moi. Non. Donc, le Power BI Admin, je lui ai mis un rôle d'administrateur Power BI. Donc, quand on est dans l'écosystème Azure, les droits, on les positionne par rapport à des rôles qu'on donne aux gens. Donc, le rôle administrateur Power BI, c'est un rôle qui existe par défaut dans le tenant Azure Active Directory. Et on le met je l'ai mis sur cet utilisateur, ça lui donne tous les droits dans Power BI. Au niveau des licences, je lui ai affecté une licence 5, donc une des licences qui est fournie avec le programme Office 365 développeur. J'ai un autre utilisateur qui, lui, est un simple utilisateur Power BI, donc l'utilisateur lambda que vous auriez. Aucun rôle d'administrateur ne lui a été alloué, et je lui ai alloué une licence E5 aussi. Et enfin, je vais avoir un troisième utilisateur que je vais vous présenter, qui est le Power Platform Admin. Lui, il est un petit peu différent. Je lui ai mis comme rôle administrateur Power Platform. C'est un rôle qui est au-dessus de l'administrateur Power BI. L'administrateur Power Platform peut faire pratiquement tout ce que peut faire un administrateur Power BI et un petit peu plus de choses. Et au niveau des licences, je lui ai mis aucune licence. Il a une licence Power BI gratuit qui est affectée parce que je me suis connecté avec lui au portail Power BI. Alors, quand vous, dans le cadre d'un apprentissage, quand vous faites ce genre de choses, premier conseil, dans votre navigateur, gérez les différents profils. Alors là, je suis sur Chrome, c'est à ce niveau-là. Edge a aussi la gestion des profils. Vous pouvez créer différents profils avec les différents logins, ce qui vous permet de cloisonner les différents profils, les différents logins utilisateurs. Ça évite la pollution en général quand sur la même session de votre navigateur, vous vous loguez avec différents comptes. Par moment, ça pollue et des fois, c'est pas très pratique. Là, on cloisonne bien et vous êtes vraiment serein. Vous ouvrez un navigateur, il est dédié à un profil utilisateur qui se connecte à l'Azure Active Directory et il n'y a pas de mélange entre les différents profils. Donc, c'est un peu comme dans la vie, si vous êtes à plusieurs sur la même session, vous risquez de tourner à la schizophrénie. Voilà, donc ça, c'est la partie sur l'administrateur vraiment de plus haut niveau, ce que vous allez en tant qu'administrateur de plus haut niveau devoir faire. Donc, le portail Office 365, le portail AAD pour gérer vos utilisateurs. Et vous gérez aussi au niveau du portail 365 la partie licence et les achats. Si vous voulez acheter des licences 365, acheter des licences Power BI, c'est dans ce portail-là que vous ferez les choses. Donc, première partie de l'administration de Power BI, c'est déclarer des utilisateurs, leur affecter des licences et leur acheter les licences. Deuxième partie pour l'administration donc de Power BI, ça va être d'administrer Power BI lui-même. Donc, pour ça, je vais changer de session Chrome. Là, je suis sur une session avec mon utilisateur Power BI Admin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, lui, il a une licence Power BI et il a un rôle administrateur Power BI. Lui, donc, il va avoir tous les droits sur le tenant, sur Power BI, grâce à son rôle. Quand vous avez, donc, dans l'administration Power BI, il y a plusieurs choses que vous allez rencontrer. Ce que vous allez voir, ce qu'on appelle l'administration Power BI, en général, c'est quelque chose qui est assez vaste. Il y a beaucoup de sujets, plusieurs portails. On en est déjà au 3e. Vous allez trouver les éléments d'administration dans la roue crantée, en haut à droite. On va aller dans le portail d'administration. Et là, dans mon portail d'administration, vous voyez, j'ai énormément d'items. Alors, pour vous montrer, je vais passer sur l'utilisateur qui est simple utilisateur de Power BI, qui n'est pas admin. Et lui aussi, je vais aller sur le portail d'administration. Il y a accès, mais vous voyez, il a énormément moins d'éléments
disponible. Il a juste la possibilité de paramétrer les capacités. Alors, ce qu'on appelle une capacité, c'est une capacité premium. Hein, c'est des ressources dédiées que vous achetez séparément. Et un utilisateur peut être administrateur de capacité. C'est pour ça qu'il a accès dans le portail d'administration aux éléments des capacités. Donc, moi, là, je n'ai pas de capacité, donc je ne peux pas, j'en ai pas administré. Vous pouvez déléguer l'administration d'une capacité à un utilisateur sans forcément qu'il soit administrateur du Power BI lui-même. Donc voilà, un utilisateur a accès au portail d'administration, mais n'a pas accès à très peu de fonctionnalités, surtout s'il n'est pas administrateur de capacité. Donc, ce portail d'administration, c'est le principal endroit où vous allez faire des choses. C'est là que vous allez pouvoir... donc, premier écran, hein, c'est les métriques d'utilisation. On va passer rapidement dessus parce que Nassim va vous présenter après son projet où les métriques d'utilisation ressortent et c'est d'un autre niveau. Ensuite, vous avez les utilisateurs. Eh bien, quand vous voulez gérer les utilisateurs au niveau du portail, il vous renvoie directement sur le centre d'administration 365. Donc, en fait, c'est bien dans le centre d'administration 365 qu'on fait la gestion des utilisateurs. C'est juste là une porte d'entrée. Vous pouvez gérer la Premium par User, qui est la nouvelle licence de Power BI. Donc, vous pouvez paramétrer deux, trois petits paramètres dessus. Les journaux d'audit, je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Donc, l'élément où vous avez le plus de choses à paramétrer, au final, ça va être les paramètres du client. C'est là que vous allez vraiment pouvoir personnaliser le comportement de votre Power BI vis-à-vis de vos utilisateurs. Tout est ici en différentes sections. Donc, on ne va pas toutes les passer en revue de manière systématique parce que sinon on va y passer 1 heure. C'est juste pour vous montrer les grands éléments que vous allez retrouver. Alors déjà, comment ça fonctionne? Donc, pour chaque item, ici, on a une petite flèche qu'on peut ouvrir. Et en général, c'est soit les fonctionnalités sont soit activées, soit désactivées. Donc, vous pouvez les activer directement. Donc ça, c'est la première chose. Par défaut, on a des fonctions qui sont activées par défaut, d'autres qui sont désactivées par défaut. Donc, à vous d'activer ou de désactiver celles qui sont le plus en relation avec vos problématiques. Et le deuxième élément qu'on va retrouver tout le temps, c'est à quel niveau vous appliquez cette option. Est-ce que vous l'appliquez à toute votre organisation? Donc, toute l'organisation, c'est toute personne qui aura accès à Power BI. Ou est-ce que vous le mettez à disposition que d'un groupe d'utilisateurs spécifiques grâce à des groupes de sécurité que vous pouvez mettre ici? Vous avez bien sûr l'option à l'exception des groupes, c'est-à-dire que vous mettez toute l'organisation, sauf certains groupes, pour faire au lieu de faire de l'inclusif, vous faire de l'exclusif. Donc, toutes les options vont avoir ce mode de fonctionnement. Donc, les choses qui peuvent être intéressantes, déjà dès le début, obtenir de l'aide. Nous avons toujours dans le menu en haut à droite un point d'interrogation qui permet aux utilisateurs d'avoir des choses. Les liens vers vers les différents éléments, notamment documentation, forum de discussion. Par défaut, vous allez sur les liens de Microsoft, mais vous pouvez les personnaliser pour que ça aille directement sur des liens internes sur vos intranets ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez personnaliser déjà un petit peu l'interface. Les choses importantes que vous allez pouvoir faire, ça va être aussi au niveau des utilisateurs. Est-ce que vous autorisez ou pas les utilisateurs à essayer des versions 60 jours? Par défaut, si vous n'avez pas de licence un utilisateur, c'est activé par défaut. Hein. Dans cette tenante-là, j'ai rien paramétré pour le moment. Donc, vous voyez les valeurs par défaut à aujourd'hui. Hein. Donc, par défaut, quelqu'un peut choisir de prendre une licence 60 jours, donc c'est pas payant, c'est gratuit, mais de Power BI Pro ou en Power BI Premium par utilisateur. Donc, si vous voulez le couper pour pas que les gens essayent, vous pouvez le couper là. Vous avez la main. Vous avez la main aussi sur la partie espace de travail. Donc, les espaces de travail, qui c'est qui peut créer ou pas les espaces de travail. Donc, par défaut, tout le monde peut créer un espace de travail. Vous pouvez le bloquer pour dire, bah non, moi, je veux pas que mes utilisateurs fassent un peu n'importe quoi. J'ai envie d'avoir la main dessus. Vous pouvez aussi créer la création des espaces de travail classiques.
il faut savoir qu'on en est il y a 2 versions d'espace de travail aujourd'hui au niveau de Power BI. Il y a les espaces de travail classiques qui sont les V1 et les nouveaux espaces de travail qui sont en V2. Aujourd'hui, il est recommandé de faire que des espaces de travail en V2. Et donc maintenant, vous pouvez même bloquer que les gens ne créent plus les anciens espaces de travail. Les existants, vous pourrez les migrer, mais évitez-vous des migrations en bloquant la création. On va retrouver aussi beaucoup d'informations, de paramétrage au niveau de la protection des informations. Donc, tout ce qui est les étiquettes de confidentialité pour les contenus dont parlait tout à l'heure Joël, pour pouvoir les appliquer ou pas. Alors attention, toujours cette notion de préversion. On est dans l'écosystème Azure, on a toujours cette notion de beaucoup de choses qui nous sont présentées peuvent être en préversion. Donc, on peut les utiliser, hein, c'est pas gênant, mais tant qu'elles sont pas en General Availability, c'est pas forcément maintenu par Microsoft. Donc, activez-les, mais faites attention à cette notion de préversion. Gardez à l'esprit que c'est pas forcément quelque chose qui est encore maintenu, c'est encore de la preview. Les éléments aussi importants pour tout ce qui est gouvernance de données que vous allez pouvoir paramétrer, c'est toutes les notions d'exportation et partage. Donc, est-ce que vous autorisez vos utilisateurs à publier sur le web, à exporter vers Excel, dans des CSV, à télécharger des choses? Tout ça, vous pouvez le paramétrer vraiment à loisir. Hein. C'est dans ce portail-là que vous pourrez le faire. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'options. Je vous laisserai regarder sur les sujets qui vous intéressent. Hein, l'intérêt, c'est pas de vous lire ce qui est écrit sur la page. Vous allez aussi avoir donc les packs de contenu et les applications. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la gestion des applications au niveau de Power BI. Hein. Pour rappel, une application, c'est un ensemble de tableaux de bord, de datasets et de rapports que vous packagez, que vous partagez à vos utilisateurs. Les éléments d'intégration, donc est-ce que vous autorisez la cartographie, les points de terminaison pour faire du analyser dans Excel, par exemple. Toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous autorisez ou pas? Est-ce que vous autorisez R et Python? Vous pouvez le paramétrer là. Vous pouvez aussi ici gérer les problèmes de paramètres d'audit et d'utilisation. Et après, il y a les différents éléments, notamment un élément qui peut être important ici, c'est les paramètres de l'API d'administration. Est-ce que vous autorisez ou pas les principaux de service à utiliser l'API? Un principal de service, en fait, c'est un compte dans l'Azure Active Directory qui peut être, pour comprendre simplement, c'est un compte de service. C'est-à-dire que ce n'est pas un compte lié à quelqu'un, c'est un compte qui est utilisé avec des clés et qui permet qui est utilisé en général par des processus automatisés comme des batchs ou des programmes et qui permet d'interagir. Donc, par défaut, vous n'autorisez pas ces principaux de service à se connecter aux API d'administration de Power BI. Vous pouvez l'autoriser. Hein. Alors, c'est en lecture seule, vous ne pourrez pas accéder aux API qui font, par exemple, vous ne pourrez pas créer un espace de travail parce que c'est juste en lecture seule que vous y avez accès. Mais par contre, vous pourrez déjà, par exemple, lister des choses avec faire du reporting pour faire des tests au travers d'utilisateurs qui ne sont pas des personnes et donc qui n'ont pas de licence. Aussi, le principal de service permet d'accéder aux API sans licence. On retrouve les éléments donc, sur les data flows, les questions-réponses pour passer les choses en revue et les différents éléments un peu avancés de sécurité. C'est là aussi que vous allez avoir accès à tout ce qui est la certification et dire si vous autorisez ou pas la certification des jeux de données, des rapports, des tableaux de bord, des data flows aussi maintenant. Donc voilà, cet élément paramètre du client, c'est vraiment l'élément qui va être le plus riche et vous avez vraiment tout le paramétrage au niveau de votre portail. Donc les paramètres de capacité ensuite. Là, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est quand vous avez une capacité premium ou embedded pour pouvoir la paramétrer et accéder aux différents paramètres de cette capacité.
Les codes d'incorporation, ça vous permet de voir si vous avez autorisé publier sur le web. Donc, publier sur le web, n'oubliez pas, ça permet de partager un rapport Power BI de manière publique, sans aucun contexte de sécurité. Toute personne qui a l'URL accède aux données. Donc, pour des données publiques, c'est bien. Pour partager des données privées avec quelqu'un en se disant si personne connaît l'URL, c'est une mauvaise pratique. Donc, vous pouvez ici voir toutes les personnes qui ont fait du publier sur le web si vous l'avez autorisé, voir directement les rapports qui sont publiés, contrôler si ça correspond bien à la stratégie de sécurité de votre entreprise, et vous pouvez aussi, bien sûr, les supprimer quand il y en a. Les visuels d'organisation, ça permet d'ajouter des visuels qui sont dans la place de marché des visuels pour pouvoir dire quels sont les visuels que vous voulez valider d'un point de vue organisation. Vous pouvez mettre vos visuels personnalisés que vous avez créés vous-même ou ceux de la place de marché. La connexion Azure, c'est toute la partie de que Power BI puisse communiquer à votre tenante Azure, notamment par exemple pour que le stockage ne se fasse plus côté Power BI, mais au niveau de votre tenante. Par exemple, si vous le faites la connexion sur un data lake dans votre tenante Azure, vous accéderez aux données quand Power BI met à jour les données, alors que sinon, vous ne pouvez pas voir ces données, elles sont enfermées dans l'écosystème Power BI, elles ne sont pas accessibles. Autre chose importante auquel vous avez accès, c'est les espaces de travail. Donc, les utilisateurs vont créer des espaces de travail, vous en créez. Vous pouvez voir tous les espaces de travail qui sont là. Et vous pouvez aussi, à cet endroit-là, restaurer des espaces de travail qui auraient été supprimés par erreur. Dans marque personnelle, c'est là que vous allez pouvoir un petit peu customiser en mettant une photo pour la page d'accueil, le logo de votre entreprise et changer la couleur de thème de Power BI. Au niveau des métriques de protection, c'est toute la partie protection de contenu. Et les contenus proposés, c'est quand vous mettez vous pouvez mettre en avant un rapport ou un tableau de bord, et là vous voyez lesquels sont mis en avant et par qui ils ont été proposés pour être mis en avant. Vous pouvez aussi gérer ça pour pouvoir customiser ce qui est mis en avant aux utilisateurs. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai passé rapidement, les journaux d'audit. Donc, les journaux d'audit, ils sont en fait dans le centre d'administration 365. Ça vous permet d'accéder aux audits pour voir un peu ce qui se passe. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de journaux d'audit. Il y a les journaux qui sont le journal d'activité de Power BI, qui est accessible par l'admin Power BI, mais il n'y a pas d'interface pour le consulter. C'est en PowerShell pour le moment, si on veut le consulter. Et sinon, vous avez les journaux d'audit unifiés. Et là, par contre, il faut avoir des droits au niveau d'admin, au niveau d'Office 365. Donc, je vais revenir sur mon administrateur global pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, là, c'est le résultat d'une requête. On voit ce qui s'est passé et on peut ensuite avoir les détails sur des informations. On peut exporter des informations. Quand je retourne sur Audit, vous voyez, vous avez simplement un moteur de recherche classique. Dans les types d'activités, donc là, il y a énormément de types d'activités, donc il faut rapidement filtrer les choses. Donc vous pouvez voir les tableaux de bord modifiés, supprimés, enfin toutes les actions que peuvent faire vos utilisateurs dans Power BI. Et chercher par utilisateur, par exemple, sur une période de temps pour voir un petit peu, analyser votre audit. L'audit doit être activé par défaut, je crois qu'il ne l'est pas, moi je l'avais activé. Vous trouvez rapidement sur internet comment faire, mais vous inquiétez pas, s'il n'est pas activé, c'est normal, il faut l'activer. Voilà, donc ça c'est la partie vraiment qu'on va couvrir avec un administrateur. Dans la partie admin, il y a aussi toute la partie administration que vont devoir faire vos utilisateurs. Donc, je vais passer sur mon profil avec mon utilisateur. Donc là, je suis sur mon utilisateur, mon compte avec Power BI User. C'est quelqu'un à qui j'ai mis une licence Power BI et aucun rôle. Comme dans mon tenante, j'ai donné le droit à mes utilisateurs de créer des espaces de travail.
Donc là, si je viens ici sur la page d'accueil, je peux voir ici ma liste de mes espaces de travail et tout à l'heure, j'en ai créé un. Donc mon utilisateur, comme il est le créateur de cet espace de travail, vous pouvez ici administrer, il peut administrer, donc ça c'est de l'administration plus utilisateur, hein, parce qu'en général on délègue l'administration des espaces de travail aux utilisateurs. Ici dans accès, il peut ajouter des gens. Donc hop, par exemple, je vais ajouter cet utilisateur-là. Vous avez 4 niveaux de droits. Hein. C'est dans l'ordre décroissant. De l'administrateur qui a tous les droits, au rôle visionneuse. Traduction que je trouve un petit peu maladroite, c'est plutôt... c'est celui qui a le droit que de visionner. Alors, attention sur les rôles. N'oubliez jamais si vous faites la RLS, Role-Level Security au niveau des datasets, c'est-à-dire que si vous faites du filtrage dynamique au niveau des données, la RLS ne s'applique que aux personnes qui sont en rôle visionneuse ou aux personnes qui consomment au travers d'une application votre reporting ou votre tableau de bord. Donc, quand vous êtes admin, membre ou collaborateur, attention, la RLS ne s'applique pas à vous, il faut l'activer séparément. Mais c'est un autre sujet. Donc, vous pouvez donc ajouter des gens directement. Donc là, ça reste de toujours encore un sous-ensemble d'administration. Et au niveau des espaces de travail, il y a une autre chose importante que vous pouvez administrer. Donc, il y a les paramètres. Hein. Là, c'est juste le libellé, la description et les informations. Si vous voulez changer votre espace de travail, vous le passez sur une autre licence, hein, soit une premium par utilisateur, soit une capacité dédiée. Et si vous voulez aussi faire une connexion Azure, c'est aussi un peu d'administration, ou aussi si vous voulez le supprimer. L'autre chose moins connue qui peut permettre l'administration, c'est quand vous êtes dans un utilisateur d'un espace de travail, vous avez peut-être envie de savoir quelle est l'activité de qui c'est qui consomme vos rapports, est-ce qu'ils sont bien consommés ou pas. Eh bien, vous avez accès à ces informations-là. Pour ça, il faut se mettre sur un rapport et vous avez ici affiché le rapport des métriques d'utilisation. Moi, à mon sens, c'est encore un outil d'administration. Alors, je vais vous montrer le rapport. Je l'ai généré tout à l'heure sur un rapport que j'ai chargé, donc il n'y a pas de données dedans, hein, tout est à 0. Mais alors, par défaut, vous n'êtes pas sur le nouveau visuel, vous êtes sur un visuel plus ancien. Il y a juste le petit slicer à pousser pour passer sur le nouveau visuel. Et donc là, vous aurez un rapport d'usage des rapports dans de votre rapport, de qui c'est qui le consomme, le nombre d'ouvertures, enfin toutes les informations qui peuvent vous permettre de mieux comprendre l'usage qui est fait des rapports que vous mettez à la disposition de vos utilisateurs. Ça peut toujours être intéressant de voir si ce qu'on fait est utilisé ou pas. Donc ce rapport est disponible dans votre espace de travail. Chose très intéressante, si je vais ici dans les paramètres des data flow, vous voyez qu'il y avait un seul data flow qui était visible dans mon espace de travail. J'en ai un deuxième qui est en fait caché, qui est le data flow qui contient les données pour le rapport de métrique. Ce data flow est utilisable par vos utilisateurs si vous voulez créer vos propres rapports sur ces métriques d'information. Donc, vous pouvez créer un nouveau rapport qui se base sur ce data flow pour pouvoir faire des rapports qui sont personnalisés sur les informations d'utilisation. Donc, du point de vue d'un utilisateur, l'administration va se cantonner à l'administration de ce qui est disponible dans l'espace de travail. Il y a un dernier élément important au niveau de l'administration, ça va être l'administration des passerelles. Alors, pour rappel, les passerelles, c'est des logiciels que vous installez en interne dans votre site qui permet d'établir une communication entre Azure, donc Power BI, et votre site afin que Power BI puisse accéder aux données, par exemple à une base de données qui serait dans vos réseaux privés, on-premise. Donc, les passerelles, vous les installez chez vous. Donc, pour installer une passerelle, alors, je vais vous montrer déjà
aujourd'hui, les passerelles, à 2 endroits, vous pouvez les administrer. C'est en train d'être déplacé de l'écosystème Power BI à l'écosystème Power Platform. Power Platform, c'est en fait l'entité qui regroupe plusieurs éléments. Il y a Power BI dedans, Power Apps qui sont des applications faites par des métiers. Power Automate, c'est l'automatisation de vos flux dans le cloud. Et il y a aussi Virtual Agent qui permet de faire des bots de discussion. Donc ces 4 éléments sont sous l'appellation Power Platform. Et donc aujourd'hui, les passerelles sont déplacées de Power BI vers Power Platform parce qu'en fait, les passerelles sont utilisées par Power BI, mais peuvent être aussi utilisées par Power Apps ou Power Automate. Donc comme c'est quelque chose qui est transverse, c'est en train d'être déplacé dans un autre portail d'administration. Alors, pour vous montrer, j'ai mon dernier utilisateur que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-là. Lui, c'est mon Power Platform admin. Donc, pour rappel, il a le rôle administrateur Power Platform, 0 licence. Il a une licence Power BI Free qui lui a été allouée parce que je me suis connecté au portail. Elle a été allouée automatiquement. Donc, lui ne peut pas consulter les espaces de travail ou les données. Par contre, déjà, bonne nouvelle, si je vais dans le portail d'administration, vous voyez qu'il a accès au portail d'administration, qu'il peut administrer le portail. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une licence Power BI pour faire le rôle d'administrateur Power BI. Vous avez accès aux fonctionnalités d'administration hors licence, juste avec un rôle. Donc, le centre d'administration Power Platform, qui est encore un autre portail. Donc, quand vous arrivez normalement sur les environnements. Donc, c'est la liste des environnements Power Platform que vous avez dans votre tenante. Ce qui va nous intéresser pour le moment, ça va être la partie données version préliminaire. Donc, c'est encore en preview. Et ici, vous allez pouvoir manager vos différentes passerelles. Donc, j'ai installé ce matin une passerelle sur mon poste pour faire la démonstration. Donc ici, vous avez au niveau de la passerelle, donc vous avez les paramètres de la passerelle, hein, qu'est-ce que vous autorisez vous pouvez faire un peu de description sur votre passerelle, qui est le contact. Vous pouvez les gérer les utilisateurs et notamment les administrateurs de la passerelle. Vous pouvez ajouter des gens pour qu'ils aient le droit d'utiliser cette passerelle. Et donc pour aujourd'hui, la partie, c'est encore en version préliminaire sur ce côté-là. Et alors, je vais le passer parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, il y a la partie donc, management de la passerelle. Et une passerelle, en fait, elle va contenir ensuite des connexions. Les connexions, ça décrit les chaînes de connexion vers les ressources sur vos réseaux locaux. Des connexions vers des bases de données, vers des dossiers, des choses comme ça. Donc, pour pouvoir accéder au paramétrage des connexions, vous pouvez changer ici d'administration du locataire, vous switchez. Et ici, vous pouvez maintenant, alors ça c'est nouveau, hein, ça a quelques semaines, vous pouvez directement administrer vos sources de données directement depuis le portail Power Platform. Donc ici, vous choisissez le type de source de données. Un dossier. Hop. Là, ça va pointer directement. Ignorer le test de connexion. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Et je vais ajouter donc une connexion sur ma passerelle. La gestion des connexions aujourd'hui, vous avez peut-être l'habitude de la faire dans Power BI, donc je vais quand même vous montrer où elle est, parce qu'elle existe toujours à cet endroit-là et c'est encore disponible. Donc toujours dans la roue crantée, hein, vous avez là gérer les passerelles. Et c'est ici qu'on va gérer les passerelles. Alors, ici, vous avez d'abord la liste des passerelles. Alors, petit piège, vous voyez qu'ici, on ne voit rien. Quand je passe la souris dessus, il y a 3 petits points qui apparaissent de manière extrêmement fugace. Et là, vous pouvez faire ajouter une source de données. Et vous retrouvez la même interface que une interface designée différemment, mais qui a le même usage qui permet de créer ces chaînes de connexion sur sa passerelle. Voilà, donc là, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter un peu sur l'administration, de voir un peu les différents éléments
les différents portails auxquels il faut accéder, parce qu'en fait, l'administration Power BI, c'est un monde assez vaste, hein, ça couvre la partie tenante avec, dans le portail Office 365, où vous gérez vos utilisateurs, vos audits, vos achats, la partie Power BI, où vous paramétrez vraiment le tenant de Power BI, les métriques d'utilisation que vous voyez, les passerelles, et une partie qu'il ne faut pas négliger, qui est l'administration des espaces de travail, et la gestion des passerelles qui est en train d'être transférée vers l'administration Power Platform. Je vous ai fait un dernier petit slide important qui vous montre un peu les droits et quels sont les différents droits des différents que vous pouvez affecter pour ces problématiques d'administration. Donc, la chose à retenir, c'est que on utilise des rôles dans Azure Active Directory, donc un rôle administrateur Power Platform pour la partie, si on veut donner des droits de haut niveau aux gens Power Platform, ou administrateur Power BI, la personne n'aura que le droit d'administrer Power BI. Et ces rôles-là peuvent être sans licence, ce qui est une bonne nouvelle. Voilà, donc ça c'était la première partie. Donc maintenant je vais laisser la main à Nassim qui va vous présenter un produit qu'il a fait et qui permet d'avoir encore plus d'informations sur vos tenantes. Et je te laisse présenter tout ça, Nassim. Ouais, donc bonjour tout le monde. Donc, ce que je vais vous montrer là maintenant, donc Pierre vous a parlé de la partie administration. Maintenant, je vais vous parler de la partie un peu gouvernance. Pour commencer, il y a beaucoup de définitions de gouvernance qui sont un peu vastes, qui sont un peu ambiguës. Donc, moi, j'ai fait pas mal de lectures là-dessus et j'ai résumé tout ça en 4 bullet points. Donc, au lieu de vous mettre un texte sur plusieurs lignes, je préfère vous mettre 4 bullet points pour avoir une idée claire de ce que c'est la gouvernance. Premier point, c'est la management de votre ressource. Deuxième point, c'est le risk management. Le troisième point, c'est le value management et l'usage management. Donc, grosso modo, c'est la gestion des ressources que vous allez mettre en place, tout en ayant une idée. On a perdu l'écran, c'est bon. Gestion de la ressource, gestion du risque, gestion de la valeur et de l'utilisation. Donc ça, c'est une définition simple de la gouvernance. Tu peux aller vers la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc, de mon côté, ce que j'ai fait pour mettre en place un outil de gouvernance Power BI, donc j'ai créé ce que j'ai appelé Power BI Log Analytics Starter Kit. Donc, le but, c'est de vous donner, d'où son nom, c'est Starter Kit, c'est de vous donner les préliminaires pour mettre en place ce qu'il faut pour avoir de la gouvernance. Pour ça, j'utilise 2 modules dans Power BI. Donc, le premier, c'est des commandes cmdelete PowerShell. Et le deuxième, c'est toutes les API REST que Power BI propose. Il y a des liens de documentation dans la slide suivante, donc je vous laisserai voir plus de détails. Et principalement, j'aimerais bien détailler la partie API REST, parce que j'utilise principalement ces API-là. Donc, la première, le premier API vous permet de récupérer tous les événements qui se passent dans Power BI. Pardon. Tout à l'heure, Pierre vous a montré dans la partie administration comment récupérer les event logs. Donc, c'est la même chose, ça se base sur le même mécanisme, sauf que là, c'est d'une manière automatisée. Sachant que pour information, les event logs, par défaut, vous avez une rétention de 90 jours dans Power BI. Non, 30 jours, pardon. Le deuxième API va me permettre de récupérer toutes les informations des groupes. Qu'est-ce que je veux dire par groupe? C'est les workspaces. Donc, je vais récupérer toutes les informations des workspaces et de ce qu'il y a dans les workspaces. Le troisième API, je vais récupérer toute la donnée, toutes les informations qui existent sur la capacité premium. Le quatrième, je vais récupérer tous les datasets qui sont en mode refresh. Ça veut dire qu'ils sont schedulés. Juste pour information, cette API-là vous permet de récupérer uniquement le statut du dernier refresh. Donc, si vous avez par exemple un dataset qui est rafraîchi 5 fois par jour et vous lancez par exemple votre refresh je vais dire n'importe quoi, à 20 h le soir, il va vous récupérer uniquement on va dire le 5e refresh. Le 5e, je récupère toutes les données sur les gateways qui existent au niveau de maintenance.
Et le dernier API que j'utilise, c'est je récupère tous les datasets, tous les data sources, pardon, qui existent au niveau de mon tenant. Donc, je vais prendre la main pour maintenant passer à la démo. Ah, je me suis trompé. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait, on voit. Parfait. Donc, tout à l'heure, Pierre vous a montré dans la partie administration, où vous avez un petit onglet qui s'appelle usage métrique. Donc, c'est par défaut fourni dans Power BI. Par contre, c'est très limité. Moi, de mon côté, j'estime qu'il n'y a pas assez d'informations. Il y a beaucoup d'informations dont on a besoin qui ne sont pas disponibles ici. C'est pour ça que, de mon côté, j'ai créé l'application, donc Log Analytics, qui va me permettre de récupérer toute la donnée qui a été extraite via les API. Donc voilà, ça se décline en plusieurs onglets. Chaque onglet, il a un objectif bien précis. Donc le premier onglet, ça va me permettre de lister toutes les activités qui se déroulent, qui se passent au niveau de maintenance. Par exemple, là, je peux voir mes users les plus actifs, le type d'activité que j'ai, les domaines, noms de domaines qui sont utilisés. Vous pourrez, dans Power BI, il est possible d'avoir dans le maintenance plusieurs organisations. La capacité utilisée et surtout ici, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un ensemble, vous allez avoir une vue d'activité qui est par date. Troisième onglet, donc là, je passe au niveau utilisateur. Donc, je vais voir le nombre d'utilisateurs actifs par workspace, par activité qui se déroule, par domaine, pareil, par activité, et aussi le nombre de users actifs au niveau de maintenant Power BI. Donc, ce que vous voyez là, par exemple, ce chiffre 45, ça veut dire que ce jour-là, j'ai eu 45 personnes distinctes qui se sont connectées à Power BI, qui ont utilisé Power BI. Troisième onglet, donc là, c'est plus un tableau en mode détaillé qui va vous permettre de récupérer toutes les activités qui se déroulent par utilisateur. Exemple, là, ce que j'ai fait. Je reviens à mon premier onglet. Là, c'est mon utilisateur. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'il a été assez actif. Je clique à droite, je fais un drill through et je vais vers l'onglet activité. Donc, du coup, je vais avoir le détail de toutes les actions que mon user a effectuées sur ces derniers. Là, bon, là, j'ai pas de durée, mais j'ai, si je ne me trompe pas, j'ai 2 mois d'historique. Donc là, je peux voir, par exemple, j'ai fait une extraction de données, j'ai fait appel à des API, j'ai créé un dataset, j'ai créé un rapport. Donc, j'ai toutes les informations, le type d'action, dans quelle capacité, dans quel workspace, quel dataset, quel rapport et s'il y a une application. Un autre onglet, ça me permet d'avoir un inventaire de toutes les capacités, de tous les workspaces, de tous les users et surtout des rôles de chaque user qui sont disponibles dans un workspace. Exemple, là, j'ai une capacité qui s'appelle Power BI DNA. J'ai un workspace qui s'appelle Demo RDL. Et ça, c'est tous les utilisateurs qui sont dans ce workspace. Donc, l'information principale ici, c'est que je peux voir chaque user quel rôle il a. Par exemple, celui-là, il est admin, celui-là, il est admin, celui-là, il est contributeur, celui-là, il est membre et viewer. Et je peux voir aussi à ce niveau-là la répartition de mes users par rôle. J'ai 52% de mes utilisateurs qui sont en admin. Là, je supprime juste ce filtre-là. Voilà. Donc, j'ai 61%, pardon, 61,92 sur toute mon organisation qui sont en admin. Et là, je peux voir que j'ai la shared capacité, donc la capacité partagée. Et là, j'ai une capacité premium. J'ai la capacité premium par user. Et là aussi, j'ai une autre capacité premium. Donc, je peux voir que j'ai 4 environnements que je vais analyser. Un autre onglet, c'est je vais aller au détail de chaque workspace. Donc là, comment ça marche? Je reviens à la partie inventaire. Je vais juste sélectionner cette capacité parce que j'ai un workspace qui contient pas mal de données. Voilà, je sélectionne celui-là. Je vais faire un drill through, pareil, pour aller dans la partie workspace detail.
Donc, ça va me passer en paramètre le workspace ici. Et je peux avoir une vision globale assez rapide de mon workspace, les rôles que j'ai et les utilisateurs qui sont dedans. Donc, ça va me permettre de savoir qui est dans le workspace, surtout quel rôle il va utiliser. Un autre onglet qui est aussi intéressant, ça me permet de voir l'évolution de mes artefacts dans le temps. Par exemple, je vais prendre le orange c'est des workspaces. Je peux voir que à cette date-là, donc le 30/04/2021, j'avais 2574 workspaces. Et aujourd'hui, je peux voir que j'ai 2627 workspaces. Donc, je peux voir l'évolution de mes workspaces dans le temps. Donc, cette évolution concerne les capacités premium, data flow, les dashboards, datasets, les rapports, les utilisateurs et aussi les workspaces. Et cette partie-là, elle me donne rapidement une vision de J et J-1, une petite comparaison. Par exemple, entre hier et aujourd'hui, j'ai 5 nouveaux workspaces, 9 nouveaux datasets, 9 nouveaux rapports, 2 nouveaux users et 6 nouveaux dashboards. Je passe à l'onglet suivant. Là, ça concerne les refreshs. Donc, les refreshs qui sont en mode schedulé. Je peux voir que ce user-là, il a 756 refresh qui ont été schedulés. Donc, c'est un chiffre qui peut vous paraître énorme, mais c'est un chiffre au niveau de la semaine. Donc, c'est pas pour une journée bien précise, c'est pour toute la semaine. Je peux voir la répartition par capacité, par dataset. Là, la vision, elle est intéressante, c'est que je peux voir le temps moyen qu'un dataset prend pour se rafraîchir. Et je vais le corréler directement avec cette matrice, avec ce chart-là, pour voir le temps de refresh que un dataset prend, et je vais le comparer à l'usage. Par exemple, ce dataset, je peux voir qu'il a été rafraîchi 56 fois, et en contrepartie, il a été utilisé que 4 fois. Donc, du coup, ça me permet de me poser la question, si j'ai un dataset qui a rafraîchi beaucoup de fois et qui n'est pas utilisé, est-ce que ça vaut le coup de garder ce refresh à un niveau aussi élevé? Par exemple, si vous avez un refresh qui se fait chaque heure et qui n'est pas utilisé, vous allez pouvoir vous poser la question, pourquoi pas le passer en mode journalier, voire en mode hebdomadaire. Et je finis avec cette matrice qui est très importante. Ça vous permet de voir dans une plage horaire combien de refresh vous avez. Généralement, les utilisateurs, les métiers ont l'habitude de planifier leur refresh tôt le matin. On va dire, je prends un exemple, 8 heures du matin, pour qu'ils puissent arriver au travail vers 9 heures et que le refresh soit terminé. C'est bien, sauf que si tout le monde le fait, ça peut rapidement saturer votre capacité. Vous allez avoir quelques problèmes de performance. Exemple, pour cette plage-là, à 7 heures du matin, je vois que chaque jour, j'ai 9 refresh qui se font pour cette plage-là. Donc, pour un total de 63 refresh pour la semaine. Donc, l'idéal, c'est que si quelqu'un veut mettre un refresh en place, c'est qu'il va venir voir cette matrice. Il va essayer de trouver une plage qui n'est pas très saturée. Par exemple, là, je vois qu'à 6h30 du matin, je suis à 3 refresh par jour. Je peux le mettre à cette plage-là. Voilà. Je passe par l'autre onglet des refresh. Donc, ça me permet de récupérer l'historique de mes refresh et de voir ce qui est en succès et ce qui est en fail, et surtout d'avoir le message d'erreur qui va avec. Par exemple, là, je peux voir que ce dataset, il a failé, et je peux voir le message d'erreur qui est ici. Donc, ça me permet de suivre l'usage et le statut de mes refresh. Avant-dernier onglet, c'est le statut de mes gateways. Donc, les gateways, il y en a 2 types, donc les personnels et les enterprise. Donc là où je vais pouvoir les lister et les voir. Les gateways, on peut l'activer, on peut aussi la désactiver. Donc, elle reste présente dans le tenant Power BI, mais ne sera pas utilisée. Donc là, je peux voir là-dessus ce qu'il y a. Si elle a un custom connecteur ou non. Et ce visuel, pour moi, c'est le plus important.
il vous permet de voir le nombre de gateways que vous avez chez vous qui sont à jour ou non. Donc là, on peut voir que le vert, c'est une version qui est à jour, et le rouge, c'est une version qui ne sont pas à jour. Le gris, c'est tout simplement qui n'a pas pu récupérer l'information. Donc, ce qui me permet de faire ici, dans ce graphe-là, je vais juste ce graphe-là, c'est vous allez voir les versions des gateways que vous avez au sein de votre organisation et surtout leur nombre. Par exemple, là, cette version de la gateway, la 31.3, il y en a 10 qui sont actives au niveau de votre organisation. Et la couleur rouge signifie juste que cette version de gateway n'est pas à jour. Si je avance mon slide, là, je peux voir que là, j'ai une gateway qui est en 82.6, elle est en vert, pour la simple raison, c'est la gateway, c'est la dernière version de la gateway. Et là, j'ai les gateways qui sont répartis par utilisateur. Et les couleurs, c'est en relation avec le premier graphe. C'est le vert pour dire que c'est une gateway en mode enterprise et le bleu pour dire que c'est une gateway en mode personnel. Donc, je peux voir que ce user-là, il a 7 gateways actives en mode enterprise et une gateway en mode personnel. Si je vais faire une petite corrélation ici, donc là, je clique sur cette version de gateway, donc j'en ai une. Donc là, je peux voir la personne qui a cette gateway à jour. Et pareil, si je viens là, par exemple, pour cette version 31.3, je clique ici. Donc, je peux voir tous les users qui utilisent cette version-là, qui n'ont pas une version qui est à jour. Donc, éventuellement, ce que je peux faire, moi, donc administrateur, donc je reviens ici, je clique sur cette partie-là, je fais une extraction de ce rapport-là. Donc, du coup, je vais avoir tous les users qui ont une gateway qui n'est pas à jour. Je peux leur envoyer un mail pour leur dire, mettez-la à jour, ou je peux le faire moi-même. Et dernier onglet, c'est je vais lister toutes les data sources qui existent au niveau de mon tenant Power BI. Donc là, j'ai le nombre de sources par type. Donc là, je peux voir que j'ai 1365 ou 85, c'est des fichiers. J'ai du SQL, j'ai de l'extension, j'ai du web, j'ai des dossiers, des Azure Blob. Et je peux voir aussi dans ce graphe-là le nombre de sources par utilisateur. Et le dernier graphe, donc c'est une matrice pour je peux avoir un détail. Donc, si par exemple, je prends ce user-là, je peux voir qu'il a 87 sources en mode file, 18 en mode SQL, et là, je peux voir le détail de chaque source. Voilà, donc cette partie-là, donc cette application va vous permettre de mettre en place la gouvernance qu'il vous faut. Comme je l'ai dit au début, c'est un starter kit, donc c'est à vous de l'adapter, c'est à vous de le faire vivre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un script shell. Je ne sais pas si je l'ai ouvert, le voilà. C'est un script shell qui va juste faire appel aux API pour faire l'extraction. Et l'extraction va être sauvegardée au format, voilà, j'ai des fichiers. Donc, moi, j'ai adopté l'approche un peu quick and dirty dans le sens, je n'ai pas cherché à industrialiser. J'ai juste voulu avoir des résultats, vous montrer ce qu'on peut faire. Après, à vous, par exemple, ce que vous pouvez mettre, utiliser ce shell-là pour créer ces fichiers en sortie, puis mettre en place une solution industrielle pour restocker ces données-là dans une base de données, puis plugger un rapport Power BI. Donc, encore une fois, l'objectif de ce starter kit, c'est juste de vous donner une vision de ce qu'on peut faire avec les API Power BI et toutes les informations qu'on peut en tirer. Donc, si on repasse, je vous redonne la main pour remettre la slide. Alors, juste un élément important que j'ajouterai, on n'a peut-être pas bien précisé. Ce Starter Kit, c'est un projet qu'a fait Nassim, donc qui n'est pas maintenu par Microsoft, pour être très clair, et qui est disponible sur GitHub. Donc, si vous voulez, ce que vient de vous présenter Nassim, vous voulez y avoir accès, il y a un GitHub sur lequel vous pouvez tout télécharger directement. Oui, je viens de mettre le lien dans le chat. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai mis à disposition le rapport Power BI et le script shell dans le GitHub. Donc, à vous de les utiliser. Pour utiliser le script shell, il vous faut utiliser un compte qui a le droit de Power BI admin.
Je précise Power BI Admin uniquement, donc pas Office Admin. Pour la simple raison, c'est qu'il fait appel à des fonctions admin, des REST API admin. Et il y a aussi la documentation sur tous les API REST qui sont disponibles au niveau du tenant Power BI. Donc moi, j'ai utilisé quelques-unes. Il y en a beaucoup. Il y en a une cinquantaine, une soixantaine. Moi, j'en ai utilisé que 5 ou 6. Donc si vous voulez enrichir vos informations, libre à vous. Il y a pas mal de librairies là-dessus, pas mal de documentation. Il y a aussi une documentation sur les commandes, les CDMLets, le PowerShell que j'ai utilisé. Donc, il y a pas mal de documentation, ça vous fait pas mal de lectures. Voilà. Je vous propose peut-être, Pierre et Nassim, qu'on prenne quelques minutes pour les questions, parce qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat, certaines auxquelles j'ai pu répondre, et puis d'autres que j'ai laissées en suspens. Donc, on fait une petite pause de questions dans votre présentation. Une question de Sébastien Cadeau. Existe-t-il un paramétrage permettant de donner les droits afin de permettre de stopper l'actualisation d'un dataset? Sur un dataflow, c'est possible, mais a priori, pas pour un dataset. Je ne sais pas si c'est possible au niveau du portail d'administration. Alors, je ne crois pas, mais la stratégie, ce serait peut-être de dire qu'on fait un workspace avec que les datasets qu'on partage, et ce qui permet d'avoir une stratégie d'actualisation qui est peut-être maîtrisée, ce workspace. Les admins, ce seraient des gens, par exemple, de la DSI, et ensuite, les gens sont visionneurs dessus. Alors, je pense, enfin, Sébastien, s'il est encore avec nous, peut se démuter pour préciser. Je pense que le besoin, c'était surtout pas tellement pour déclencher, mais pour pouvoir stopper l'actualisation, une actualisation qui dure. C'est vrai que sur un dataflow, il y a cette possibilité-là. C'est ça, on a des rafraîchissements datasets qui, des fois, dérivent. Alors, peut-être parce qu'on n'a pas mis forcément ce qu'il fallait en entrée. Mais du coup, on est incapable de les arrêter. Une fois que c'est lancé, ça tourne jusqu'à ce qu'il arrive à un timeout. Et du coup, comme on est sur notre capacité premium, ça tourne, et ça bloque quelque part un peu tout le monde, parce que tout le monde arrive en file d'attente derrière. Donc l'idée, c'est de savoir si on pouvait stopper ce refresh de dataset-là. Sébastien, il y a des fonctions XML endpoint qui vous permettent de killer un refresh qui est en cours. Alors ça, je l'ai vu à un endroit, ouais. Alors, sauf que moi, je suis plus côté technique, maintenant, je suis côté métier. Et en fait, cet accès-là, on l'a pas. Enfin, nous, on l'a pas. Je pense que doit y avoir un paramétrage au niveau du tenant qui nous bloque. J'avais vu en effet qu'on pouvait se connecter sur Azure Active, je ne sais plus quoi, Directory, là, voir les sessions en cours et les killer. Mais à notre niveau, on n'a pas cette fonctionnalité. Ouais, c'est vrai que cette option est arrivée dans les dataflows parce qu'au tout départ, les dataflows ne permettaient pas tout simplement d'avoir la moindre action sur un dataflow qui démarrait. Donc, ils ont rajouté cette possibilité via l'interface. Côté dataset, je ne suis pas sûr, en effet, qu'il y ait une interface au niveau du portail Power BI. Non, il n'y a pas d'interface. Le seul moyen, c'est d'utiliser le XML endpoint. OK. Il y avait une autre question aussi de Laurent Sanchez concernant ce qu'avait présenté Pierre pour la partie développeur. Les utilisateurs ont-ils une adresse mail? Peuvent-ils publier un rapport Power BI donc? Bien sûr. Voilà. En fait, les utilisateurs ont tous des adresses mail en onmicrosoft.com par défaut. Hein. Donc là, si je vais sur ma liste de mes utilisateurs, hop, donc ils ont tous une adresse mail par défaut, mais comme j'ai mis sur mon tenant un nom de domaine via Freenom, je rafraîchis parce que je sais pas. Ils sont dans l'adresse email de mon domaine. Mais si on prend par exemple cet utilisateur-là, il est encore en onmicrosoft.com parce que je ne l'ai pas mappé sur un nom de domaine. Donc oui, toute personne a un email. Et ensuite, il a une boîte aux lettres si on lui affecte une licence 5, bien sûr, sinon il n'a pas de boîte aux lettres. Mais il peut se connecter avec son email sans forcément avoir une boîte aux lettres. Ok, merci. Il y avait une question de Sébastien Cadeau également. Pour la partie développeur, la confidentialité des données est gérée.
Point d'interrogation, pour les tests, je peux être sur des données de santé et à mon avis, on va me dire en interne de ne pas utiliser cette plateforme. Peut-on se faire des bacs à sable sur un tenant existant? Non, non, À parce mon que ça avis, crée un c'est un tenant en tenant. soi. Ouais. Si tu veux faire des tests, il faut que tu te fasses des jeux de données de tests qui sont autorisés, effectivement. Mais il existe plein de jeux. Alors après, pour faire des tests, c'est pas forcément sur tes données métiers, hein. Ça peut être sur des données de tests. Par exemple, les données Covid, elles sont publiques. Il y a des données qui sont disponibles un peu partout aujourd'hui, de manière publique et rafraîchies régulièrement. Si c'est pour là, le test, c'est vraiment pour apprendre à développer, pour apprendre à administrer. C'est pas pour faire des tests dans ton cadre spécifique métier. Donc, effectivement, utilise plutôt des jeux de données publics pour ce niveau pour l'apprentissage. Ok. Il y avait une question de Thomas Bétan. Nous avons souvent des incohérences dans ces rapports usage metrics. Est-ce que ça vous arrive aussi? À ma connaissance, moi, j'ai pas vu d'incohérence en les utilisant. Donc peut-être que Thomas, si vous êtes toujours là, vous pouvez vous démuter pour préciser quel genre d'incohérence vous avez. Oui, je suis toujours là. Bonjour à tous. Bonjour. Notamment en termes d'utilisation des utilisateurs qui, c'est certain, l'ouvrent quotidiennement et ils n'apparaissent pas dans la liste des gens qui utilisent le rapport. Donc c'est assez étrange. Je me suis fait challenger à plusieurs reprises sur différents rapports, sur le même tenant, hein, mais donc je me posais des questions sur la fiabilité de ces rapports du coup. À ma D'accord. connaissance, je n'ai jamais eu ce genre de cas, mais après, n'hésitez pas d'ouvrir un ticket au support, hein. Ok, merci. Il y avait une autre question de Sébastien, mais je pense qui est dans la continuité de ses remarques précédentes. Comment peut-on faire pour identifier les points de blocage dans les refreshs de Dataflow et Dataset? On crée des files d'attente car il peut y avoir des refreshs très longs. Y a-t-il un monitoring existant? J'ai utilisé du PowerShell et les API REST, mais ça me paraît être du bricolage. Aujourd'hui, je pense qu'en effet, le PowerShell et les API REST sont les seuls moyens de voir l'état d'exécution des refresh dataset et Dataflow. Autre question de Christian Philippon. Lors de l'installation d'une passerelle entreprise, peut-on renseigner un compte admin Power Platform sans licence Power BI? Oui. Il me semble, oui, il me C'est semble ce que que j'ai oui. fait là. Voire même, je pense que sur l'installation d'une passerelle d'entreprise, c'est l'admin du coup, la personne qui installe devient admin de la passerelle. Elle n'est même pas forcément admin Power Platform. Tu me confirmes, Pierre? Oui, effectivement. Moi, franchement, la bonne pratique que je conseille quand j'installe les plateformes chez les clients, c'est qu'ils créent un utilisateur je leur demande de le mettre admin Power Platform, mais vraiment dédié à ça. Il installe la passerelle avec, et comme ça, c'est pas lié à une personne qui peut partir de l'entreprise. C'est un compte qui est dédié à ça, avec un très fort mot de passe, bien sûr. Et ensuite, cet admin ajoute d'autres admins sur la passerelle pour qu'ils puissent que les autres puissent l'utiliser et l'administrer. Ok. Une question de Pascal Mathieu sur la rétention des audits logs 30 jours par défaut. Peut-on augmenter le délai? Alors, non et oui. Non, on ne peut pas l'augmenter le délai. Oui, si vous copiez dans les données automatiquement vers un storage Azure, par exemple. Mais c'est à vous de mettre en place le process. Ok, super. Donc, il y avait une question de David sur est-ce une bonne pratique d'avoir autant de gateways? Alors, je me suis permis de répondre. En effet, comme la gateway, c'est quand même l'endroit où va passer tout le trafic entre le on-prem et le cloud Microsoft. Forcément, c'est bien d'avoir une répartition si vous avez énormément d'utilisateurs ou de refresh. Et vous avez la possibilité de définir des clusters de gateway, donc qui vont permettre d'équilibrer tout ça. Un point quand même, les données que vous avez vues de Nassim, c'est sur un tenant de test. Donc, il y avait énormément de gateways, effectivement, mais c'est qu'un tenant de test, c'est pas un tenant de prod. Oui, en fait, on peut, enfin, c'est bien d'avoir une répartition des gateways. Après, on va pas avoir, on a rarement 20, 30, 40 gateways dédiés. C'est vrai que les données que je vous ai montrées, ce n'est vraiment pas l'exemple au niveau données, parce que c'est un environnement de test qui est dédié à Microsoft et
chacun de nous fait n'importe quoi là-dessus. Donc c'est normal d'avoir un peu de quelques aberrations au niveau de la donnée. Il y a une dernière question. Les API getRefreshable permettent-elles d'avoir les refresh en cours en file d'attente? Non, les refreshables vous permettent juste d'avoir le statut du dernier refresh. Donc ça veut dire que c'est un refresh qui s'est terminé. Ok, Pour l'instant, il n'y a pas moyen d'avoir le refresh en cours. ok, très bien. Bah, écoutez, alors, vous avez, c'est bon pour les questions. Vous avez peut-être encore 5 petites minutes. Pierre, si tu veux rajouter Non, des éléments. moi, ce que j'avais, alors, juste rapidement, pour vous présenter les différentes ressources, si vous voulez faire de l'administration après, un peu automatisée, bah, la principale ressource, c'est les API REST de Power BI. Donc là, vous avez, hop, on va copier ça. Vous avez la documentation complète des API. Vous pouvez faire énormément de choses avec, hein, ça s'enrichit au fur et à mesure. Les API, si vous ne voulez pas y accéder directement aux API REST, vous pouvez passer par les commandes-lettres PowerShell qui sont fournies. Donc pareil, beaucoup de choses autour du PowerShell. Alors toutes les API ne sont pas implémentées dans le PowerShell. Par contre, il y a une, je la trouve jamais, mais il y a une commande PowerShell qui permet, voilà, c'est elle, invoque Power BI REST method. Donc si une méthode REST n'est pas implémentée dans les commandes-lettres PowerShell, vous pouvez directement l'appeler et PowerShell, par contre, s'occupe de gérer la partie token, authentification, il garde son contexte d'authentification. Ça vous évite de gérer cette partie-là séparément pour appeler les API REST. Et enfin, on a aussi l'outil AZ, qui est un outil qu'on trouve beaucoup dans l'administration Azure. Hein. C'est pour faire l'administration en ligne de commande. En dessous, c'est du Python qui tourne. Donc, c'est multiplateforme. Et l'outil AZ Power BI qui commence à sortir des choses aussi autour de Power BI. Là, pour le moment, il n'y a que des choses autour de la partie embedded. Mais j'espère qu'il va s'enrichir pour venir au niveau des commandes-lettres PowerShell, qu'on ait le choix des outils. Donc voilà les 3 grands outils que vous pouvez utiliser si vous voulez automatiser votre administration. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci à vous deux, Nassim et Pierre, pour ce superbe dossier sur l'administration Power BI. Donc, on vous donne rendez-vous, le prochain rendez-vous, donc c'est le Power Saturday. Donc, pas ce samedi, le samedi d'après, et on espère vous y voir connectés très nombreux. N'oubliez pas de vous inscrire. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.